Et le Rwanda, ce n'est qu'un utilisé, ou Kagame si vous voulez, ce n'est qu'un utilisé de pays puissants. Donc la véritable guerre, c'est ça. Alors, l'Uppercut, quand il dit ce qu'il a dit là, vous dites que ça change quoi? Macron a répondu, très sagement d'ailleurs. Il a diminué le président Félix Tshisekedi. Moi, je préfère. Donc, vous pensez, selon vous, que la réponse de Macron a diminué Félix Tshisekedi? Mais il vous dit, est-ce que ce qu'il a dit par rapport au contexte, en termes d'élection, ça ne renforce pas, ou alors, ou si vous voulez, je voudrais ici inclure un truc, ou alors les dires de Nanga. Nanga vous dit qu'il y a eu accord pour que Félix passe président de la République. Et Macron vient. Macron qui vient, qui ne veut pas vraiment entrer dans ces sujets-là. Mais vous lui faites une passe. Eh bien, il s'introduit, n'est-ce pas, dans une défense à l'agonie. Et c'était le printemps de Macron. C'est Macron qui a gagné dans cet échange-là. Donc vous pensez que le duel a été gagné par Emmanuel Macron? J'ai dit clairement. En disant ça, je ne suis pas en train de dire que... Ou alors, je ne suis pas en train de dénigrer les chefs de l'État congolais. Non. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine sur le plateau de la diaspora. Un magazine, comme vous le savez, qui traite de toutes les questions d'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Pour ce tout nouveau numéro, mesdames et messieurs, nous allons parler de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique centrale, notamment au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Angola et en République démocratique du Congo. Nous allons également aborder la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et aussi parler des élections en RDC. C'est l'année 2023. Les élections auront lieu normalement en décembre 2023. Sur ce plateau, je reçois un analyste. Il s'appelle Kempers Kipepo, et à qui j'ai dit déjà bienvenue sur le plateau, Monsieur Kempers. Merci Serge. Voilà, ça faisait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas rencontrés, qu'on n'a pas tourné des émissions. Nous revoici encore pour parler de questions d'actualité sur la République démocratique du Congo. D'entre deux jeux déjà, j'aimerais bien vous poser cette première question. Emmanuel Macron est arrivé en Afrique pour une visite de quelques jours. Il a visité le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville, mais aussi la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'analyste politique, je vous connais aussi en tant que panafricaniste qui êtes contre l'impérialiste. Quelle est la lecture que vous faites de cette visite de manière globale d'Emmanuel Macron en Afrique? Alors, merci pour la question. J'aurais voulu commencer par saluer ceux qui vont nous suivre, saluer aussi les caméramens Nelson. Donc, je salue tout le monde qui va nous suivre. Alors, la visite de Macron en Afrique centrale, il faut préciser, il faut dire l'Afrique centrale parce que il y a déjà cette histoire de pertes de vitesse de la politique de la France. Et la France a perdu l'ouest de l'Afrique. La France n'a plus quelque chose à offrir à l'Afrique de l'Ouest. Il faut se rabattre sur la RDC peut-être ou l'Afrique centrale. Raison pour laquelle il doit tout faire pour se rattraper. Hein. Il faut dire qu'il se rattrape, que la France, la politique de la France se rattrape avec en prenant la RDC, en prenant l'Angola et tous les autres pays de l'Afrique centrale. C'est tout à fait normal pour un pays qui est en perte de vitesse. Voilà. Mais est-ce que
qu'est-ce que ça apporte pour l'Afrique centrale? Je voudrais dire ici que, spécialement pour le Congo, hein, qu'est-ce que ça va apporter pour le Congo? Moi, personnellement, je ne pense pas que la France a encore à donner à la République démocratique du Congo, parce que déjà, c'est notre partenaire traditionnel, n'est-ce pas? Et ces partenariats-là n'a rien foutu, n'a rien fait, n'a rien apporté. C'est plutôt un partenariat qui a tout simplement apporté des problèmes. Et il faut dire ici que le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est la France, c'est l'Occident et c'est tous les pays puissants du monde. Voilà mon analyse par rapport à ça. Mais est-ce que, d'un autre œil, vous ne voyez pas que la solution dans tout ce qui se passe en Afrique peut venir aussi de l'Occident? Non. Et ça va faire plus de 60 ans, je ne sais pas, que nous sommes indépendants. Et la France et tout l'Occident, ils ont toujours été, comme je l'ai dit, ils ont toujours été partenaires traditionnels. Et on n'a jamais assisté au décollage de l'Afrique ou du Congo en particulier. Donc, s'il faut penser que l'Occident viendra ou la France viendra permettre, n'est-ce pas, à la RDC de décoller, c'est une illusion. Il faut même pas y penser, parce que ça va faire plus de 60 ans que l'Occident est en Afrique, et en particulier en RDC. Les Congo restent toujours un pays pauvre, un pays dominé, donc je ne trouve pas l'importance de sa visite, ou alors de ces relations-là qui n'apporteront rien. Comme vous parlez de la République démocratique du Congo, nous allons nous appesantir essentiellement sur cette visite du président français en République démocratique du Congo. Il faut noter qu'il est arrivé tard dans la nuit. Comme vous parlez de la République démocratique du Congo, nous allons nous appesantir essentiellement sur cette visite du président français en République démocratique du Congo. Il est à noter qu'il est arrivé très tard dans la nuit à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et dans les rangs des officiels qui devaient en principe l'accueillir, on a retrouvé la présence d'un certain Augustin Kabouya qui, lui, n'occupe aucune fonction officielle, qui est juste secrétaire général de l'UDPS. La question, c'est de savoir pourquoi la présence d'Augustin Kabouya à l'aéroport international d'Indjili pour accueillir Emmanuel Macron. Alors, sur cette question, je pense que je suis dans la logique de quelqu'un qui pense que c'est une façon de faire de l'UDPS. Je ne vois pas pourquoi on peut envoyer Kabouya, qui n'est qu'un secrétaire de l'UDPS, à accueillir quelqu'un comme disons, un président de la République française, qui est une très très grande nation. C'est tout simplement un mauvais message que l'UDPS a voulu passer. Montrer donc à la France que elle n'est pas la bienvenue, ou alors non, je ne peux pas, je veux pas dire la France, mais je vais dire Macron, parce que quand je dis la France, il faut entendre par là, n'est-ce pas, le peuple français. Donc ici, il n'est pas question du peuple français, parce que le peuple français, en réalité, n'a pas de problème avec la RDC et même avec l'UDPS, parce qu'il faut dire que Kabouya est de l'UDPS. C'est pourquoi je spécifie un peu. Ça veut dire qu'il y a un message que l'UDPS a voulu passer. Quel est le message, selon vous, que l'UDPS a voulu exactement passer? Macron a été tout simplement, il n'a pas été le bienvenu selon l'UDPS, selon ce qui se passe. Mais voilà. Pourtant, l'UDPS avait appelé les gens à se mobiliser pour l'accueillir. Comment vous vous dites que
il n'est pas le bienvenu en République démocratique du Congo. Non, mais c'est partagé. C'est pas tout le monde qui a été d'accord avec cette histoire. Vous savez, Kabuya, il faut dire qu'il est, n'est-ce pas, dans le rang c'est vraiment une autorité, n'est-ce pas, de l'UDPS. Donc, il faut dire ici que il ne peut pas, en faisant cet appel pour qu'on aille accueillir Macron, c'est aussi, et donc il passe un double message, n'est-ce pas? Vous savez, on fait semblant de respecter cette très grande nation, n'est-ce pas, qui est la nation française, et en même temps, on dit à cette grande nation qu'on n'est pas content de vous par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, précisément à l'est du Congo. Parlons toujours de cette visite d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Ils se sont vus avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ils ont eu un tête-à-tête d'à peu près 1 heure du temps. Juste après, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée par les deux présidents. Beaucoup de Congolais attendaient que Emmanuel Macron dénonce clairement l'agression dont la République démocratique du Congo est victime, selon les autorités de la RDC et de la part du Rwanda. Mais curieusement, le président Macron n'a pipé mot là-dessus. Quelle est votre analyse? Je réponds par une question. Est-ce que les véritables bourreaux des Congolais peut, n'est-ce pas, dénoncer la personne qui est chargée, n'est-ce pas, d'accomplir la mission qui est, laquelle mission qui est de, n'est-ce pas, de déstabiliser ou soit de balkaniser les Congo. Ici, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais que tu me laisses un peu de temps. On a encore le temps, allez-y. Alors, moi j'ai toujours dit que les Congos, c'est ces scandales-là géologiques. Les Congos, ce n'est pas comme toute autre nation. Vous comprenez? La façon dont on a créé ces Congos-là, c'est pas cette même façon qu'on a créé toutes les autres nations. Les Congos, c'est une nation, n'est-ce pas, qui est créée, pas d'une façon très particulière. Vous allez voir que lorsque vous rentrez, on a besoin d'une brève histoire. Lorsque vous rentrez en arrière, lors de la conférence de Berlin, cette conférence de Berlin, normalement, c'était une conférence organisée pour parler Congo. Mais lorsque il y a eu un certain nombre d'interventions et puis bon, on a cherché, on a trouvé, n'est-ce pas, cette formule qui était, n'est-ce pas, de pouvoir parler d'abord de toute l'Afrique. Mais en réalité, c'est les Congos qui étaient au centre de cette discussion. Alors, vous allez voir que c'est tous les pays de l'Occident. Il faut ajouter aujourd'hui la Turquie et même les États-Unis. Tous ces pays-là ont contrôlé, n'est-ce pas, avaient besoin de contrôler les Congos. Parce que si vous ne contrôlez pas les Congos, vous ne pouvez pas parler en termes de puissance lorsque vous ne contrôlez pas le Congo. C'est ça les grands problèmes aujourd'hui. Alors, il n'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui, qu'on puisse continuer à penser que ces gens-là peuvent, n'est-ce pas, venir ou aller au Congo, parce que nous ne sommes pas au Congo pendant qu'on est en train de tourner l'émission. Pensez aujourd'hui que ces gens-là peuvent, n'est-ce pas, aider les Congos à se relever. C'est pas normal. En plein 21e siècle. C'est pas normal. C'est ça le problème de Félix Tshisekedi. Mais est-ce que... Attendez. C'est ça le problème de Félix Tshisekedi. Vous savez, il est en train de penser vraiment que la communauté internationale, il est en train il croit que la communauté internationale, c'est une solution pour la RDC jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez?
C'est pourquoi il dit que tout le monde, hein, tout le monde qui soutient le régime pense vraiment que il faut condamner le Rwanda, il faut dénoncer, il faut. Mais mon frère, je disais ici que le Rwanda c'est le deuxième niveau de la guerre. Ça veut dire le Rwanda c'est un pays qui a été utilisé, n'est-ce pas, pour que les projets de balkanisation ou même de pillage des richesses soient effectifs. Mais est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que c'est une déception pour les autorités de Kinshasa parce que eux et beaucoup de Congolais attendaient que Emmanuel Macron dénonce officiellement l'agression dont la RDC est victime par le Rwanda? C'est ce que je suis en train de dire. Le véritable. Mais est-ce une déception? Le régime, une déception de la part le régime est en train, le régime Kinshasa est en train de présenter Paul Kagame comme le principal ennemi de la RDC. Vous comprenez? C'est pas compréhensible. Mais à entendre Macron, il ne l'entend pas de cette oreille. Hein? Non, mais Macron, qu'est-ce que vous voulez que Macron dise? Est-ce que vous pensez que Macron peut dire que c'est nous qui sommes à la base de ce qui se passe à l'Est? Je ne pense pas. Macron sait qu'il a affaire à un pouvoir qui est déjà faible. Vous comprenez? C'est un pouvoir faible. Et ce pouvoir faible ne peut penser que la solution, les saluts puissent provenir que de ces pays-là. Vous comprenez? C'est pourquoi il insiste. Il faut qu'on dénonce. Vous comprenez? On peut dénoncer. On a déjà dénoncé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Rwanda a déjà été condamné plusieurs fois, même l'Ouganda, etc. Mais la solution, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces condamnations-là? Est-ce que le fait de dire que c'est le Rwanda qui agresse les Congo, ça change quoi? Donc pour vous, le fait que Félix Tshisekedi se promène de forum en forum en voulant dénoncer l'agression dont son pays est victime par le Rwanda, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse, évidemment, vous comprenez. Parce que si Félix était fort, était vraiment responsable, il ne ferait pas tout ce qu'il est en train de faire, beaucoup de voyages, alors que il y a d'autres façons de pouvoir regarder cette situation de l'Est. Vous comprenez? Moi, je dis toujours, nous sommes... Je voudrais profiter ici pour peut-être proposer une solution. Ou alors, ce qui peut être peut-être le début de la solution. La véritable guerre, c'est pas cette guerre qui est à l'Est. Cette guerre qui est à l'Est, nous savons tous, tout le monde sait que c'est une guerre entretenue par l'Occident et toutes les puissances d'argent, comme je l'ai toujours dit. Vous comprenez? Mais en même temps, je parlais des trois niveaux de cette guerre-là. Il y a la guerre de M23, cette guerre, il y a le M23, il y a Paul Kagame et le Rwanda, et il y a l'Occident, vous comprenez? Mais il y a une quatrième guerre à laquelle les gens ne font pas vraiment très attention. C'est la guerre à l'interne. C'est cette guerre qui est beaucoup plus importante que cette guerre-là. Parce que si vous gagnez la guerre à l'interne, cette guerre, elle est facile à la gagner. La solution ne viendra pas de la France. Parce que c'est ça, c'est ce que Félix est en train de penser. Donc selon vous, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron lorsqu'il dit les autorités congolaises ont failli à leur mission? Il a dit dans ses réponses. C'est notre responsabilité, d'abord, avant de condamner ces gens-là. Parce que, imaginez, est-ce que vous pouvez vous poser des questions du pourquoi de la mort de Lumumba? Pourquoi la mort de Mzee? Pourquoi la mort de tous ces grands leaders africains ou panafricains? C'est là où il y a le problème. Le problème, ce n'est pas d'abord commencer par responsabiliser la France comme cela a été fait dans ces jeux de ping-pong là, tout ça, vous comprenez. Mais le problème, c'est d'abord nous-mêmes.
si nous regardons, Macron a raison lorsqu'il dit « vous n'avez pas pu restaurer, n'est-ce pas, la souveraineté ». Mais cette souveraineté commence par l'organisation d'abord à l'interne. Vous comprenez? Nous sommes très affaiblis par nous-mêmes. Nous nous affaiblissons nous-mêmes du fait qu'il y a pas effectivement de justice chez nous. Moi, j'ai toujours mis l'accent sur la justice. Parce que, attendez. Lui, il parle d'un état de droit. Attendez. Maintenant indépendante, on voit la justice faire son travail. Ça, c'est un langage cosmétique. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours mis l'accent sur la justice. Parce que la politique elle-même, lorsqu'on la définit, vous allez voir que la finalité, c'est la justice. Mais lorsqu'il n'y a pas la justice, lorsqu'il y en a qui sont frustrés, pensez-vous vraiment que ces gens-là peuvent, lorsqu'il y en a qui sont frustrés, je voudrais ici souligner un truc. Je vais prendre un exemple. Prenons un exemple de Martin. Prenez Martin Fayoulou, n'est-ce pas? Ou prenons n'importe qui, je ne sais pas. Martin Fayoulou, qui voudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait cette manifestation réclamant le départ ou alors le fait de se retirer, n'est-ce pas, de cette organisation des EAC, n'est-ce pas. Mais en même temps, c'est une manifestation, vous savez, il projette ça. C'est quelque chose dans le futur. Mais en même temps, vous allez voir qu'il y en auront qui ne vont pas vouloir que cette manifestation puisse avoir lieu, puisse se tenir. Vous comprenez? Et je ne sais pas comment vous avez parlé de l'état des droits ici. L'état des droits a ses principes. L'état des droits a ses éléments constitutifs. C'est pas, il ne suffit pas de dire qu'il y a un état de droit et puis bon. Mais non. Le fait qu'on ne laisse pas, on ne permet pas à l'opposition de s'exprimer. Est-ce qu'on peut parler d'un état de droit? Est-ce qu'on peut parler de la justice? Mais non. Une parenthèse pour vous relancer. Dernièrement, le président de la RDC était en Suisse et du haut de la tribune, de là où il était en train de parler, il a dit que dans son pays, aujourd'hui, il n'y a aucun prisonnier politique parce que l'état des droits existe et les droits de l'homme sont respectés. Évidemment. Ça veut dire que lorsqu'il dit des choses comme ça, il pense que ces gens qui étaient en face de lui ne connaissent rien. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Si cela est vrai, mais vous savez, je rentre dans la logique de Macron lorsqu'il nous dit, il parle en termes, lorsqu'il parle, il a dit ce qu'il a dit là. Vous avez l'impression que Macron connaît tout ce qui se passe. En RDC, il a la maîtrise de tout ce qui se passe en RDC. Et lorsque Félix parle en ces termes-là, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils croient à ça? C'est ce que vous pensez? Qu'ils croient à ça? Mais non, c'est un discours politique, vous comprenez. Évidemment, il ne peut pas dire que moi j'arrête les gens, etc., tout ça. Mais non. Voilà, revenons sur la visite d'Emmanuel Macron. Beaucoup d'observateurs, en fait, d'analystes politiques ont aussi relevé le fait qu'il y a eu une certaine contradiction dans les dires de Félix Tshisekedi. En même temps, il parle d'une agression rwandaise. En même temps, il dit que lui, sa présidence ne fera jamais la guerre. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Parce que lorsque le pays est agressé, je pense même que Emmanuel Macron l'a dit, vous devez vous opposer contre tout pays qui vient vous menacer. Mais lui, il n'entend pas faire la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une contradiction, effectivement, dans les dires de M. Tshisekedi dans cette conférence de presse? Ça, c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet, c'est que, est-ce qu'avec la présidence de Félix Tshisekedi, on peut oublier faire la guerre au Rwanda? Est-ce que c'est une contradiction ou bien c'est tout simplement
vous savez, dans cette histoire, il y a à donner de l'énergie. Vous comprenez? Il y a à donner de l'énergie. Je l'ai suivi lorsque il a commencé son speech, n'est-ce pas? Au départ, il fait pression. C'est-à-dire, lorsqu'il parle de la guerre, c'est une pression qu'il fait à la France. Il est conscient que la France, elle est impliquée d'une manière ou d'une autre, vous comprenez, il en est conscient. Mais la question ici, est-ce c'est une contradiction? Non, c'est pas une contradiction. C'est plutôt, je vais insister là-dessus, c'est tout simplement une faiblesse, vous comprenez. Un président de la République ne peut pas tenir ce genre de langage, vous savez. Et il y a, vous savez, lorsque les gens manifestent, et que vous insistez que vous puissiez recevoir Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Il faut qu'il vienne. Et puis, à un certain moment, mais il est là. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils attendent de cet échange-là? Ils attendent que le président de la République prenne vraiment, puisse, n'est-ce pas, tenir des discours qui va dans l'essence, n'est-ce pas, de montrer à la face du monde et surtout à l'opinion nationale que on est quand même un pays fort et un pays souverain. Mais lorsqu'on tient un tel langage, ça, je ne sais pas, ça démoralise même le peuple lui-même. Vous comprenez? C'est pas une contradiction, c'est une faiblesse. Parce que il n'a pas parlé dans son speech, il n'a pas parlé de vouloir faire la guerre. Vous comprenez? S'il avait parlé la guerre en ce sens-là, et puis revenir pour dire je ne veux pas faire la guerre, tout ça, ça aurait été, n'est-ce pas, une contradiction. Mais ici, il vous dit clairement qu'il ne peut pas faire la guerre. Parce que, pourquoi il dit ça? Il compte beaucoup sur l'appui des autres. Vous comprenez? C'est un président, c'est un régime qui compte sur l'appui des autres. Il ne sait pas se déterminer lui-même. Vous comprenez? Et ça c'est une déception. Permettez-moi que je dise que c'est une trahison de très haute définition. Vous comprenez? Qu'est-ce que le peuple alors va retenir de tout ça? Rien du tout. Vous savez, on sait aujourd'hui que la RDC ne fera pas la guerre. Le deuxième volet de la question, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la présidence de Félix Tshisekedi, on peut oublier faire la guerre au Rwanda? C'est pourquoi moi, je dis toujours que il faut que le peuple lui-même prenne les choses en main et imprimer un système, par exemple, dans les conditions comme ça, dans des configurations comme ça, obligées, que les dirigeants puissent trouver une solution. Vous comprenez? J'ai toujours martelé sur cette histoire des politiques. Et regardez aujourd'hui, quelle est la réaction de la classe politique par rapport à ça? Même l'opposition aujourd'hui. Il faut dire ici que moi, je ne vois pas vraiment qu'il y a existence de l'opposition dans ces pays-là. Il n'y a pas d'opposition. Et Martin Fayulu est là, Moïse Katumbi est là, Matata Ponyo est là, Joseph Kabila est là. Ils sont tous opposants aujourd'hui au régime de Félix Tshisekedi. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de position? L'opposition a le rôle, dans des conditions comme ça, de faire en sorte d'obliger, n'est-ce pas, d'obliger que le pouvoir puisse prendre vraiment des solutions pour le peuple congolais. Mais ils l'ont fait, on a vu Martin Fayulu faire un point de presse, on a vu des communiqués. On appelle ça... Mais bon, l'opposition est aussi étouffée par le pouvoir. C'est ce que je dis, vous savez, ils sont dans ce qu'on appelle la bureaucratie, ça c'est pas la politique. La politique c'est des actions. Ça c'est la bureaucratie, point de presse, tout ça, et puis après... On a fait des points de presse, etc., plusieurs fois, avant même qu'on prenne Bunagana, etc., avant qu'on arrive à ces niveaux-là.
on n'a pas vu le pouvoir. D'ailleurs, Tshisekedi a défié l'opposition en disant qu'il n'y avait pas d'opposition et que l'opposition était faible. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'opposition. Pas s'il y avait l'opposition, moi, je pense que les choses changeraient. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand UDPS faisait l'opposition, quand UDPS était dans l'opposition, ils disent toujours qu'ils ont été forts quand ils étaient à l'opposition, tout ça. Mais regardez ce qui se faisait. Rien n'avait changé. Est-ce que vous pouvez dire que UDPS a permis au Congo, n'est-ce pas, d'avoir, par exemple, d'échanger les choses et avoir la démocratie comme c'est le cas aujourd'hui? Mais non. L'UDPS a fait cette opposition-là, c'est vrai. Mais rien n'a changé politiquement. Ils n'ont pas réussi à déposer le pouvoir de Mobutu, ils n'ont pas réussi à déposer le pouvoir de Joseph Kabila. D'ailleurs, à l'époque de Mobutu, il faut dire que ce qui s'est passé, pourquoi on est allé... Mobutu a amorcé, n'est-ce pas, les processus de démocratisation. Vous savez pourquoi? C'est pas suite à ces manifestations. C'est vrai, bon, d'une manière un peu négligée, on peut dire oui, mais la pression n'était pas venue de l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est cette lutte qui a amené attendez. Donc la lutte a payé. La pression était venue de la perestroïka, rappelez-vous, avec Gorbatchev. Vous comprenez? N'eût été ça, Mobutu serait au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit il faudrait pas que l'opposition actuellement imite l'UDPS. L'UDPS, c'est pas une bonne opposition. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous révéler, je vais vous dire un truc là. Nous sommes dans un pays. D'abord, je suis contre ce qui s'est dit lorsqu'on dit que les Congolais, c'est que le peuple. Vous comprenez? C'est que le peuple parce que les Congolais gobent tout apparemment et puis bon. Moi, je dis toujours qu'il n'existe pas, n'est-ce pas, un peuple faible dans le monde. Vous avez vu, d'ailleurs, les peuples manifester parce qu'ils ne voulaient pas, ou alors les populations manifester parce qu'elles ne voulaient pas la présence de M. Macron. Vous comprenez? Il n'existe pas un peuple faible. Dans chaque peuple, il y a toujours cette énergie révolutionnaire. Vous comprenez? Mais ce qui manque, c'est des mots révolutionnaires capables de réveiller, de contrôler, n'est-ce pas, cette énergie. C'est ce qui manque. C'est pourquoi j'ai dit, attendez, c'est pourquoi j'ai dit... On va évoluer, la télévision, ouais. c'est les temps. On va clore ces dossiers de Macron, mais beaucoup de gens félicitent le président congolais qui a donné une uppercut au président français avec cette histoire de compromis à l'africaine. Comment est-ce que vous avez jugé l'attitude de Félix Tshisekedi pendant ce moment-là? Mais lorsque lui, Macron, réplique, vous ne voyez pas qu'il a déshabillé les chefs de l'État? Comment ça, lui qui a donné face à Macron une uppercut comme ça? Je l'ai dit. Beaucoup de présidents ne le font pas. Lui, il a quand même eu le courage de le dire et il faut le féliciter. Mais Macron a parlé en termes... Il a dit clairement qu'il connaissait les contextes dans lesquels... ça, c'est peut-être le non-dit, n'est-ce pas? C'est dans lesquels Tshisekedi est passé président. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis il a été déshabillé. C'était une erreur. Il a fallu ne pas répondre à cette question ou alors chercher d'autres tournures. Vous comprenez? Parce que ici, si vous dites que il a donné une gifle, n'est-ce pas? Moi, je pense que ce n'est pas une façon, on n'a pas bien, les gens n'ont pas très bien compris. La véritable gifle, n'est-ce pas, c'est s'attaquer. Je l'ai dit ici, au début, quand il commence il commence son speech là, il a fait pression, n'est-ce pas? Il fait pression lorsqu'il parle de la guerre.
Donc il fallait vraiment parler de la guerre. Parce que le problème aujourd'hui au Congo, c'est cette guerre à l'Est. Mais il n'en parle pas beaucoup et puis il passe à autre chose. C'est pourquoi même moi ici, je ne voudrais pas entrer dans dans autre chose là. Investissement, tout ça. Ça, c'est des accessoires. Parce que même pour investir, il faut que le climat soit favorable. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est champion dans les réseaux sociaux parce qu'il a dit à Macron des vérités en face. Non, il faut... vous savez, le fanatisme tue. Moi, je pense qu'il n'a rien dit encore. Pour qu'il dise, qu'il donne vraiment un uppercut, comme vous le dites, il faut d'abord qu'il commence par lui-même comprendre que cette guerre a 3 niveaux. Le M23 n'est qu'un prétexte. Et le Rwanda, ce n'est qu'un utilisé, ou Kagame si vous voulez, ce n'est qu'un utilisé de pays puissants. Donc la véritable guerre, c'est ça. Alors, l'uppercut, quand il dit ce qu'il a dit là, vous dites que ça change quoi? Macron a répondu, très sagement d'ailleurs. Il a diminué le président Félix Tshisekedi. Moi, je préfère. Donc, vous pensez, selon vous, que la réponse de Macron a diminué Félix Tshisekedi? Mais il vous dit, est-ce que ce qu'il a dit par rapport au contexte, en termes d'élection, ça ne renforce pas, ou alors, ou si vous voulez, je voudrais ici inclure un truc, ou alors les dires de Nanga. Nanga vous dit qu'il y a eu accord pour que Félix passe président de la République. Et Macron vient. Macron qui vient, qui ne veut pas vraiment entrer dans ces sujets-là. Mais vous lui faites une passe. Eh bien, il s'introduit, n'est-ce pas, dans une défense à l'agonie. Et c'était le printemps de Macron. C'est Macron qui a gagné dans cet échange-là. Donc vous pensez que le duel a été gagné par Emmanuel Macron? J'ai dit clairement. En disant ça, je ne suis pas en train de dire que... Ou alors, je ne suis pas en train de dénigrer les chefs de l'État congolais. Non. Je pense qu'on a déjà eu à parler avec vous. Je ne suis pas du genre à dénigrer le... Non. Vous savez, le problème que nous avons de cette guerre-là, c'est un problème très sérieux. Alors, quand on en parle, il faut en parler avec beaucoup de sérieux. Vous comprenez? Le problème, c'est la guerre. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il ne suffit... Ces élections, parce que peut-être qu'on va parler des élections. On parlera des élections tout à l'heure. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'est pas important qu'on puisse organiser des élections aujourd'hui. Voilà, nous allons parler des élections. Pourquoi d'abord? Attendez. Je vais vous redonner la parole. Merci. Laissez-moi rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes ici sur le plateau de la diaspora. Nous sommes en train d'analyser sur toutes les questions d'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo, notamment l'arrivée, la visite d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. Maintenant, nous allons parler, cher invité, de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kempers, je reviens à vous. Aujourd'hui, plusieurs mois après, la cité de Bunagana et les environs, toujours occupés par le M23. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi et son gouvernement ont fait adhérer le pays dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. On est membre de cette communauté. Il a fait venir le troupe kenyan, mais jusqu'ici, les populations souffrent et il n'y a toujours aucune solution. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo? Alors, je crois que dans les émissions précédentes, j'avais eu à expliquer cette histoire-là. Peut-être que je n'avais pas... vous savez, c'est peut-être le début. Hein, je découvrais les débats, les médias. J'avais peut-être cédé un tout petit peu à la panique. Je ne sais pas. Mais j'avais déjà donné des explications par rapport à ça. J'avais dit que
cette guerre-là ira très loin. Ira très loin parce que, je l'ai dit tantôt, les dirigeants ne posent pas très sérieusement le problème. Même certains Congolais ne posent pas très sérieusement le problème. C'est pourquoi je vous parle d'une guerre à 3 niveaux. Je vous parle de M23, je vous parle de Paul Kagame et puis je vous parle de pays puissants. L'ennemi principal du Congo, c'est les puissances ou alors le pays puissant. Les pays qui ont, n'est-ce pas, demandé à Kagame de leur rendre ces services-là. Ce sont eux qui sont l'ennemi principal aujourd'hui. Mais les dirigeants parlent plutôt de Kagame. Kagame, c'est une guerre au deuxième degré ou au deuxième niveau. Vous comprenez? Si les Occidentaux décident aujourd'hui de mettre fin à cette guerre, elle prendra fin. Puisque nous faisons de ce Kagame-là l'ennemi principal, il va en profiter, je vous dis. Ça veut dire que Kagame sortira gagnant dans cette guerre, si on ne fait pas attention. Mais maintenant, que doit faire Félix Tshisekedi? Parce que c'est une promesse que lui-même avait faite au peuple congolais lorsqu'il faisait sa campagne. Il dit que si je ne remets pas la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, je vais considérer mon mandat comme un échec. Mais aujourd'hui, la situation est catastrophique. Quelle est la solution que doit quelle est la recette magique que Félix Tshisekedi doit faire pour que la paix règne? D'autant plus que lui-même, il dit qu'il ne va pas faire la guerre. Alors, je reviens à ce que j'ai dit au début. C'est pas question de me répéter, mais je pense qu'une partie de réponse est dans ça. J'ai parlé d'une guerre à l'interne. Nous sommes divisés et le régime en place entretient, il faut dire ça comme ça, parce que lorsqu'on n'y fait pas attention, ça veut dire qu'on entretient ça. On entretient, n'est-ce pas, cette situation de division à l'interne. Vous comprenez ça, c'est un point très capital. Vous ne pouvez pas gagner une guerre tout en étant divisé. Je pense que c'est la première des solutions. L'effort, pourquoi le régime ne fournit pas vraiment des efforts, n'est-ce pas, pour mettre ensemble le fils et filles du pays? Mettre ensemble les fils et oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voulez parler d'un dialogue ou quoi? N'est-ce pas qu'on a dit à un certain moment qu'il faut parler un même langage, il faut tout ça? On dit ça, mais en même temps on se contredit, n'est-ce pas, dans les actions. Vous comprenez? Je parlais de la justice. Lorsqu'on arrête injustement, lorsqu'on ne permet pas les manifestations de l'opposition. Regardez, lorsque Fayoulou projette cette manifestation-là, vous savez, c'est dans le compte de qui? Qui en est bénéficiaire? Lorsqu'il dit il faut que le Congo se retire de l'EAC et que tout le monde aujourd'hui, debout comme un seul homme, n'est-ce pas, va dans ce sens-là et partout on manifeste. Qui va profiter de cette histoire-là, de cette manifestation? Mais je pense que c'est le régime. Mais puisque nous sommes dans une configuration où lorsque ça va, c'est moi, lorsque ça ne va pas, c'est l'autre. Vous comprenez? C'est comme ça que peut-être qu'on est en train de ne pas vouloir libéraliser les manifestations, alors que c'est constitutionnel. Mais laissez-moi un peu vous relancer avec cette histoire de l'EAC. Mais était-il vraiment important, selon vous, que la RDC adhère dans cette communauté des États de l'Afrique de l'Est? Moi, je ne sais pas même pourquoi on a adhéré à cette histoire-là. Parce que lorsque vous lisez le traité, n'est-ce pas, vous lisez le 4e article qui dit clairement, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez entrer dans votre téléphone et retrouver ça? Moi, mon téléphone, je l'ai laissé. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais lorsque vous lisez le 4e article, je me pose des questions, je me dis, est-ce que les dirigeants de notre pays
Ils étaient en train de signer un tel traité, ils étaient dans quel état, vraiment? Il y a des questions qu'il faut se poser par rapport à cette réalité-là. Je prends un petit exemple. On dit, n'est-ce pas, qu'il y a même possibilité, n'est-ce pas, de céder une partie de votre terre. Je ne prends que ça. Si on avait le temps, on pouvait lire et décortiquer vraiment l'article. On en aura l'occasion prochaine. Vous comprenez? Mais je me demande, est-ce que dans ça, quel est le pays qui peut être perdant lorsqu'on regarde cet article-là? C'est le Congo, parce que tous ces pays-là n'ont rien à donner, n'ont pas de terre. Vous comprenez? Ils n'ont pas de terre. C'est ça le combat. Je vous ai dit ici que Kagame et tous les autres vont profiter, ils sortiront gagnants. Je vous assure. Est-ce que ça a été important de pouvoir signer ces traités-là? Moi, je dis non. Encore une fois, j'ai dit c'est une trahison de très haute définition. Mais êtes-vous d'accord lorsque Félix Tshisekedi, président en exercice de la République démocratique du Congo, lui évoque des raisons économiques qui ont poussé la RDC à adhérer dans cette communauté? N'a-t-il pas raison? Alors, lorsque je compare Félix et Macron, j'ai l'impression que Macron, à un certain moment, est sincère. Lorsqu'il perd, il reconnaît qu'il perd. Lorsqu'il commet une erreur, il reconnaît. Vous comprenez? D'ailleurs, Tshisekedi l'a rappelé lui-même lorsqu'il a parlé de cette histoire de France-Afrique. Lorsqu'il dit que c'est une histoire qui n'existait pas. Bon, peut-être que je ne reprends pas le même mot, mais il a dit que la France n'a plus ce monopole-là. C'est-à-dire, on ne peut plus parler de la France, de la France-Afrique. Vous savez que la France a perdu. Mais lorsque vous suivez Macron, je l'ai suivi à un certain moment, pas au Congo, mais ailleurs, il reconnaissait, n'est-ce pas, que la France avait perdu. Vous comprenez, et que la France ne pouvait plus contrôler, mais même il dit d'ailleurs clairement la France ne peut plus contrôler l'Afrique comme... Donc en quelque sorte, vous voulez dire que c'est ce qui manque dans le comportement du président de la République démocratique du Congo, n'est pas vouloir reconnaître les erreurs, vous comprenez. C'est ça, c'est un sérieux défaut. Vous comprenez? Vous ne reconnaissez pas les erreurs. Cela veut dire quoi? C'est comme dire que moi je ne pêche pas. Vous comprenez? Je ne pêche pas, mais votre péché, c'est le fait de dire que vous ne péchez pas. C'est ça votre péché. On est humain et on dit toujours que l'erreur est humaine. Vous comprenez? Pourquoi il ne reconnaît pas vraiment que c'est lui qui est responsable aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à l'Est? Mais lui se justifie en disant que c'est une situation qu'il a trouvée, ce n'est pas lui, c'est les régimes passés qui nous a mis dans cette situation. Lui, il est plutôt en train de chercher des solutions pour soulager tant soit peu les populations. Ça veut dire qu'il n'avait pas compris. Vous me donnez l'occasion de reposer encore cette question parce que je me pose toujours cette question. Quel a été le combat de l'UDPS? Je pose la même question à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Leur combat, c'est quoi? Est-ce que le combat, c'est prendre le pouvoir? J'ai dit, si le combat, c'est prendre le pouvoir, c'est que ce combat est faux. Le combat est ailleurs. Le combat, c'est autre chose. C'est ce que nous vivons, nous, Congolais, aujourd'hui, avec l'Est. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viendront toujours nous embêter par rapport à nos richesses. Il y a toujours ces gens-là, notamment la France, qui ne voudra jamais quitter l'Afrique. Vous voyez, il est rejeté à l'Ouest. Macron est en train, aujourd'hui, et en Afrique centrale, en train de rechercher autre chose. Vous comprenez ça? Ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est aujourd'hui le théâtre ou le terrain qui va faire
ou qui fait que les autres deviennent de plus en plus puissants. Vous comprenez? Et les désordres qu'il y a à l'Est profitent à ces gens-là. Vous comprenez? Parce que les minerais sont vendus à un prix dérisoire. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ne peuvent pas vouloir que cette guerre finisse. Mais pourquoi les autorités ou la République démocratique du Congo n'arrivent pas à s'organiser à l'interne pour faire face à tous ces ennemis qui viennent piller ou encore qui viennent l'agresser? Si j'étais conseiller, peut-être que c'est à cette question-là que je vais devoir répondre. Si j'étais conseiller de Félix, je lui dirais de rentrer, n'est-ce pas, dans la logique de Mzee Kabila. C'est-à-dire faire la guerre. Ça veut dire, oui, mais la guerre, nous sommes obligés de faire la guerre. Mais lui, il a été clair là-dessus. Félix dit, lui, la guerre, ce n'est pas une option pour lui. Parce qu'il pensait, je vous ai dit, il pensait que les autres pouvaient les soutenir. En termes de guerre, c'est pourquoi on a parlé, on a chanté la diplomatie et ainsi de suite. Mais ils se rendent compte que cette diplomatie a échoué. Et si cela a échoué, ils n'ont pas d'autre issue, vous comprenez? C'est pourquoi le régime où Félix pouvait dire ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui, je l'ai toujours dit, que c'est un pouvoir faible. Mais il faut chercher à renforcer ces pouvoirs-là. Il va le renforcer comment? Je reviens à ce que j'ai dit au début. Tous ces mondes-là qui sont leaders d'opinion sur le plan politique doivent être réellement ses complices. Vous comprenez? Ils doivent être réellement ses complices. Mais lui, il choisit autre chose. Ça veut dire, vous savez pourquoi il est allé chercher les EAC? Ça, c'est selon moi. Les EAC, c'est tout simplement parce qu'il faut taire l'opposition. Il a envie de faire, il veut monter, il veut prouver. Je prends un peu ce langage un peu terre à terre là. Il veut prouver aux autres qu'il peut faire mieux que les autres. Faire taire les autres, vous comprenez? C'est pourquoi il va chercher à aller vers les EAC, qui n'est pas vraiment une solution. Parce que si c'était une solution, d'ailleurs, tous les autres, vous savez que tous les autres régimes, notamment le régime Kabila 1 et Kabila 2, tous ont été sollicités dans ce sens-là. C'est pourquoi je vous dis qu'il est question de poser clairement la problématique. On ne pose pas clairement la problématique. Lorsque vous parlez du Rwanda et du M23, le peuple, vous inculquez dans ce peuple-là l'idée seulement du M23 et de Kagame. Mais il y a un autre niveau de ces combats-là qui est beaucoup plus important que les deux premiers. Aujourd'hui, les peuples congolais réclament que la RDC quitte l'EAC. Êtes-vous de cet avis? Vous savez, je suis peut-être parmi ceux-là qui pensent que aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de ces alliances-là. Même cette histoire de l'ONU, tout ça. Le Congo n'a pas besoin de tout ça. Le Congo a besoin... la seule alliance vraie que Tshisekedi peut se faire aujourd'hui, c'est le peuple. S'il peut travailler sur ça, c'est ça la vraie, la véritable alliance. Comment y parvenir? Parce qu'il ne lui reste que quelques mois avant la fin de son mandat. Je vous dis toujours, moi, que dans un pays où il y a la volonté, un mois, c'est beaucoup pour changer les choses. Il a fait 4 ans, il avait dit qu'il va changer le Congo en Allemagne d'Afrique, ce n'est toujours pas arrivé. Mais c'est pourquoi je vous dis ici, je vous dis toujours que la volonté individuelle ne suffit pas, c'est une escroquerie politique. Non, il a la volonté, il a l'amour, non. Je vais vous donner un exemple. Prenez Lumumba. Avec tout ce qu'il avait comme volonté et amour de ce pays. Du coup, il est parti, refroidi. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a laissé aux Congolais?
Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est révolu cette histoire de penser que tel viendra, c'est l'homme de la solution. Non, c'est le peuple lui-même, dans son ensemble, qui peut trouver une solution. C'est pourquoi je vous ai dit ici que ce qui manque, c'est des mots révolutionnaires. Qu'est-ce que les Fayoulou, les Moïse et tout ce monde-là parlent? C'est pourquoi, ici, je voudrais parler un peu aller revenir un peu en arrière avec Joseph Kabila. Pourquoi je reviens avec Joseph Kabila? Parce que les gens ont parlé de Joseph, ont attaqué Joseph, ont combattu Joseph d'une certaine manière. Et pourtant, le véritable combat qu'il aurait fallu engager face à Joseph, c'était de lui demander, n'est-ce pas, de retourner dans la politique de son propre père. La politique de Mosé Kabila, c'était une très bonne politique. Mais on a passé tout ce temps-là à parler de lui comme étranger, comme ceci ou cela. Maintenant que il n'est plus au pouvoir, on n'en parle plus. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Il faut à tout prix faire en sorte que le peuple, dans son ensemble, pas à la manière de lui d'épaisse, parce que si je dis ça, on a l'impression que l'UDPS travaille pour taire certaines opinions. Vous comprenez? Et on vous dit qu'il faut parler un même langage. Non, on ne peut pas parler un même langage lorsque, vous ne posez pas clairement le problème. Je pense que vous avez suivi ce que je suis en train de dire par rapport à cette guerre-là. Attendez. Moi, j'ai dit, la guerre, c'est l'Occident. Tshisekedi dit, la guerre, c'est Paul Kagame qui soutient le M23. C'est pas la même chose. Alors vous allez demander à quelqu'un comme moi de parler le même langage avec vous. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut ensemble dire que la guerre c'est ailleurs? C'est pas Kagame, c'est pas M23, ou alors eux ils viennent en second lieu. On peut combattre. Il faut prendre les exemples des autres pays, notamment la Chine. J'ai toujours pris cet exemple-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le livre rouge de Mao. Mao, la Chine est occupée par le Japon, soutenu par les Américains, mais Mao ne parlait pas du Japon, Mao parlait des États-Unis. C'est comme ça que dans la tête d'un Chinois, le premier ennemi des Chinois, c'est l'Américain. Mais vous êtes là, non, Mao est plutôt Kagame agresse. Est-ce que Kagame vraiment a la possibilité d'agresser? On lui donne 20 millions. 20 millions, c'est quoi par rapport à la RDC? Voilà. 20 millions, c'est quoi? Nous avons des gens qui peuvent se mobiliser, et vous savez qu'il y a des gens qui peuvent donner 20 millions, comme ça. Voilà, on va poursuivre pour soutenir l'armée. 20 millions avec l'émission. Je rappelle que je reçois sur ce plateau Kempers Kipepo, il est analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Nous allons aborder la question des élections. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars déjà, 2023. Les élections doivent en principe se tenir au mois de décembre. Le processus d'enrôlement a déjà commencé. Quelle est la lecture que vous faites de ce processus d'enrôlement aujourd'hui? Déjà, dans ma conception à moi, ce n'est pas organiser les élections dans cette configuration-là. On n'aura pas organisé les bonnes élections. Vous comprenez, parce que je l'ai... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous insinuez par là? On n'aura pas à organiser les bonnes élections. Est-ce que vous reliez la position de Félix Tshisekedi lorsqu'il dit si la situation d'insécurité persiste, ça pourrait impacter sur le calendrier des élections ou encore retarder les élections? Non. Je ne suis pas dans ça. Vous comprenez, ça c'est une fuite à l'avance. Il y a eu les élections au Nigeria,
ils sont dans la même situation. Il y a il y a des endroits où il y a de l'insécurité. Au Congo même, il y a eu, à l'époque de Joseph, il y a eu cette situation était encore là. Il y avait la guerre un peu partout. D'ailleurs, il y a des endroits où qui n'ont pas connu des élections. Vous parlez des élections de 2018. Hein. Oui, même de 2006. Est-ce que de 2006, de 2016, il y avait toujours ces désordres-là. Vous comprenez? Mais il y a eu quand même des élections. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Vous comprenez? Je ne suis pas dans ça. Je ne renforce pas ces idées-là de ne vouloir pas organiser les élections. Moi, je suis dans la logique où il faut organiser des élections avant qu'on organise les élections. Parce que les élections, n'est-ce pas des activités démocratiques, vous comprenez? Mais moi, je voudrais ici commencer par organiser vraiment cet état de droit chanté à tout moment. Vous comprenez? C'est ça qui va permettre qu'on puisse organiser de bonnes élections, voyez-vous? Parce que j'ai dit ici, j'ai parlé de la justice ici. Pour moi, ce qui compte, c'est pas les élections. Si vous voulez, allez-y à vos élections, mais il faut pas qu'il y ait de pleurs, hein, finalement. Est-ce qu'on peut organiser des élections dans cette configuration-là? Il y a trois pouvoirs, n'est-ce pas, traditionnels. Nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif. Et dans exécutif, il y a deux branches, n'est-ce pas? Il y a le gouvernement et puis il y a le président de la République, vous comprenez? Alors, nous sommes ici dans une situation où le président de la République, n'est-ce pas, contrôle tous les autres pouvoirs, vous comprenez? Ça, c'est selon vous. Mais c'est ça la réalité, je l'ai toujours dit. Comment ça, c'est ça la réalité? Au Congo, il y a la séparation de pouvoir. Hein? Qu'entendez-vous par séparation de pouvoir? Comme vous l'avez dit, on a le pouvoir exécutif qui est dirigé par le Premier ministre et les présidents. Nous avons le pouvoir législatif. Je ne dis pas. Il y a le Parlement et puis nous avons le pouvoir judiciaire. Vous êtes dans la séparation de pouvoir selon la Constitution congolaise. Vous êtes dans la logique. Ce que vous dites, c'est ce que dit la Constitution. C'est ce que dit la Constitution, c'est ça la vérité, vous comprenez? Mais est-ce que cela est-ce que cette Constitution-là est respectée? Répondez à cette question. C'est moi qui pose les questions. Vous comprenez? Donc, on est en train d'organiser ces élections-là dans cette situation, dans ces climats-là, où un individu ou le président de la République a la maîtrise de tous les autres pouvoirs. Attendez. Si vraiment vous pensez que si vraiment vous pensez que c'est là et il y a cette logique-là est respectée, n'est-ce pas? Je reviens ici à dire, est-ce que j'ai toujours posé cette question-là. Macron a parlé de la justice. Et lorsque Tshisekedi parle de Chirac, Macron lui dit clairement qu'il y a eu des procès par rapport à ça. Vous comprenez? Il y a eu des procès. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, chez nous, on peut avoir des procès comme ça? Alors, aujourd'hui, qu'à cela n'y tienne, les enrôlements ont déjà commencé, mais du côté de l'opposition, on dénonce déjà un braquage électoral du côté de régime. Est-ce que vous pensez que dans ces climats aujourd'hui, on peut avoir des élections crédibles, apaisées, et que les résultats soient acceptés par tous? C'est ça la faiblesse de l'opposition. Ou encore nous allons vers une compromis à l'africaine, comme Macron l'a dit. Le président de la RDC face à Macron. Alors, on dit toujours que, je vais dire ceci, c'est ça la faiblesse de l'opposition, hein? Vous comprenez, l'opposition est tellement attentiste, je ne sais pas pourquoi.
cette histoire d'abord de la constitution, n'est-ce pas, du comité de la CENI, c'est quelque chose qui a posé des sérieux problèmes, vous rappelez-vous, vous comprenez? Mais on n'a pas vu on n'a pas vu l'opposition réagir par rapport à ça. C'est une opposition qui est non seulement attentiste, mais en même temps qui a peur. Je vous ai dit ici que le pouvoir s'organise d'une certaine façon, de la manière à pouvoir taire les autres. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a trop d'agressions, il y a trop d'arrestations, il y a trop, ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Ils ont compris qu'il n'y a pas l'opposition chez nous là-bas. Il n'y en a pas. Voilà. Tout ce monde-là qui se constitue en opposant là, c'est des faiblards, je vous dis. Voilà. Enlevez seulement les journalistes. Attendez, je vais finir par là. Enlevez seulement les journalistes qui parlent pour le compte de l'opposition. Enlevez-le. Elle ne va plus exister. Aujourd'hui, il y a plusieurs irrégularités qui ont non seulement été évoquées par l'opposition, mais beaucoup de gens aussi évoquent certaines irrégularités. Aujourd'hui, il y a une nouveauté dans ce processus électoral, c'est la diaspora qui va voter et qui est déjà en train d'être enrôlée. Dernièrement, au niveau de la diaspora en Belgique, il y a un journaliste du nom de Fabien Kousouanika, je le salue en passant, quelqu'un que j'apprécie par rapport au travail qu'il fait au niveau de la diaspora. Coup de chapeau à toi, grand frère. Lui, il est parti s'enrôler 5 fois de suite. Il a obtenu 5 cartes d'électeur. C'est une grave irrégularité dans le processus électoral. Comment, toi, en tant que membre de la diaspora, tu réagis par rapport à cette situation? Moi, je pense que je vais redire ce que j'ai dit parce que déjà, je dis toujours on n'aura pas de bonnes organisations. Ça, c'est une faiblesse déjà de la CENI. Vous voyez? Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à des trucs comme ça? Mais non. Maintenant, si vous ne voulez pas amener les dirigeants à organiser les choses, alors laissez-les gérer. Laissez-les vous diriger. Parce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir amener autre chose, faire pression pour que les choses comme ça ne puissent pas exister. Ça, c'est une preuve palpable. C'est tellement grave que je manque de mots pour expliquer ça. Une personne peut s'enrôler 5 fois. Mais lorsqu'on dit il y a des gens qui ont ces machines-là dans leur maison, on cherche, n'est-ce pas, à donner des explications par rapport à ça. Vous comprenez? Et tout ça pourquoi? Je l'ai dit toujours. Le peuple, si il ne se prend pas vraiment en charge, il n'y aura rien du tout. Alors, si on ne peut pas amener ces gens-là à changer, donc il faut les laisser gouverner. Pourquoi vous voulez que ces gens partent alors que vous-même, vous n'avez pas la possibilité de faire partir ces gens-là? Il faut les laisser continuer. Voilà, dernière question pour finir avec vous, Kempers. Aujourd'hui, la diaspora est en train de s'enrôler, comme je l'ai dit. Est-ce que vous allez vous enrôler, vous aussi? Mais est-ce que je voudrais vous poser une question par rapport. C'est déjà arrivé ici parce que. Pose les questions. Non, je veux juste savoir si c'est déjà arrivé ici chez nous ici, à Kentucky. Aux États-Unis, le lieu pour s'enrôler, c'est à Washington, là où il y a l'ambassade de la RDC. Donc, il faudrait vous déplacer pour arriver jusque-là, pour vous faire enrôler. Alors, on verra. Voilà, on verra. Merci, chers amis, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, cher Kempers, analyste politique, d'être passé nous voir. Mais avant qu'on se sépare complètement, un dernier mot quand même. Alors, le dernier mot, c'est de demander au peuple congolais, n'est-ce pas, de prendre conscience, de se dire qu'il faut changer la façon de comprendre ce qui se passe à l'Est. Ne comprenons pas ce qui se passe à l'Est comme
les dirigeants comprennent. Et ils comprennent, c'est vraiment, c'est la politique. Vous voyez que ils cherchent, eux, ils doivent chercher, n'est-ce pas, à se faire bon élève. Et c'est pourquoi on ne doit pas, ils ne doivent pas dire certaines choses à la place publique, vous comprenez? Donc, peuple congolais, la question ici, c'est de mettre en tête que l'ennemi du Congo, ce n'est pas l'Occident. Si vous dites que c'est Kagame, vous finirez la guerre. Vous pouvez aujourd'hui, on peut s'organiser aujourd'hui et on fait la guerre à Kagame. Gagner même cette guerre-là. Et puis après. Et ils reviendront toujours. Donc, c'est ça mon dernier mot. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos. Continuez à nous soutenir. Vos suggestions, commentaires sont toujours bienvenus. Un grand merci à celui qui a supervisé techniquement cette émission, Nelson Kinoumou, monsieur le docteur. À vous, chers téléspectateurs, on se voit prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir.